Le secteur de l'immobilier social en Côte d'Ivoire manque encore de structuration. La Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs agréés tente de faire évoluer le secteur et veille à sa professionnalisation. Bonsoir, monsieur Sériki Sangaré. Bonsoir, monsieur. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés, quel est son rôle? Alors, notre rôle est simple. L'État, aujourd'hui, face au déficit chronique des logements, n'arrive pas à satisfaire les besoins de tout le monde. Parce que tout simplement, de 1960 à 1980, l'État a assumé par rapport à la mise en place d'un programme de logement à travers des structures d'État. Des structures très importantes, SICOGI, la SICOGI, SOGEFIA, il y avait CETU, il y avait le LOGEMAD, ainsi de suite. Mais malheureusement, en 1980, parce qu'il faut remarquer que dans les années 75, il y a eu un boom économique. L'État a fait un excédent budgétaire de plus de 1000 milliards. Le Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, a dit qu'il fallait aider les populations, faire des programmes sociaux. L'État est un tout petit peu en retrait. Quelle est la situation de l'immobilier en Côte d'Ivoire? Malheureusement, on est tombé dans un contexte où il y avait un déficit chronique de logements de plus de 600 000 logements de façon conjoncturelle et de façon structurelle, 40 à 50 000 logements par an. Je précise que selon les statistiques de la Banque mondiale, il y a 17 000 ménages qui se créent chaque année. Et vous voyez les quartiers précaires. 1 million quand même de logements à faire pour les quartiers précaires. Puisque vous évoquez les quartiers précaires, quel autre type d'habitat précisément dans cet état de lieu que vous faites? Un habitat, ça sous-entend qu'il y a un plan d'aménagement. C'est ce que nous avons appelé la loi des 3 U. Il y a la gestion urbaine, la planification urbaine et aussi l'aménagement urbain. Malheureusement, quand on parle de quartiers précaires, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un bon aménagement qui a été fait, une bonne planification urbaine qui a été faite. Donc les gens viennent s'installer, c'est une personne qui s'installe, qui crée une petite maison et ainsi de suite, les gens viennent s'asseoir. Et malheureusement, à un moment donné, ça se retrouve dans un désordre, c'est ce qu'on appelle les quartiers précaires, qui ne respectent aucune règle de gestion urbaine. Il y a beaucoup de quartiers qui naissent de façon précaire. Justement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée ça selon vous? Il faut évidemment des gens pour pouvoir suivre, pour pouvoir corrélé entre ce qui est sur le papier et ce qui se passe réellement sur le terrain. Très bien. Alors ça, c'est très important ce que vous dites. Oui. C'est en cela que le ministère de la Construction aujourd'hui, depuis un certain temps d'ailleurs, il y a un suivi. Il y a un suivi. Alors, notre ministre aujourd'hui de tutelle a mis en place d'ailleurs une commission pour qu'on puisse respecter scrupuleusement ça. Il y a un plan directeur qui a été fait il n'y a pas très longtemps pour recorriger ce qu'on avait jusqu'en 2030-2040. Mais comme je vous dis, ce sont des plans qui s'adaptent au fur et à mesure. Mais le plus important après, c'est le suivi avec l'aménagement urbain. Il faut aménager en fonction des études qui ont été faites. Si on dit qu'il y a une route qui doit passer à un tel endroit, il faut éviter d'aller construire ces endroits-là. Absolument. Donc, c'est tout un mécanisme de suivi et de civisme aussi de la population. Donc, un changement de comportement, voilà. Vous semblez dire. Pour moi, le changement de comportement, c'est d'autant plus que c'est très important pour ce suivi, c'est du côté de l'administration, mais aussi du côté des usagers et des entrepreneurs. C'est pour ça que je dis toujours, il faut travailler avec des professionnels qui respectent des règles et qui cherchent à avoir tous les documents qui sont requis pour la construction d'une maison ou d'une cité. Il faut travailler avec des professionnels. On le sait, le gouvernement a lancé un grand projet. En quoi consistait réellement votre rôle dans cette opération mise en place par le gouvernement? Alors, c'est très simple, c'est construire des habitats. C'est construire des habitats. Maintenant, construire des habitats, ça sous-entend, bien évidemment, un certain nombre de préalables. Un certain nombre de préalables. Lesquels ce que j'appelais la loi de 3F, foncier sécurisé, mise en place d'un foncier qui respecte les normes, et ainsi de suite, avec toutes les études qui vont ensemble, et puis mettre un cadre de financement pour les acquéreurs et permettre aussi, évidemment, l'accompagnement de ces promoteurs-là, tout en allégeant la fiscalité. Quels sont les problèmes qui expliquent aujourd'hui le retard de ce programme? Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un virage où il y a des incompréhensions de part et d'autre, les acquéreurs, les promoteurs, l'État. Et l'État. Alors, nous, on se concerte, on essaie de trouver ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais nous tournons toujours autour de la loi des 3F. Oui. Le foncier, le financement et la fiscalité. Le foncier, aujourd'hui, il faut sur le foncier, évidemment... précisément, quel est le problème? Le problème, c'est que l'État doit mettre en place une réserve foncière suffisante pour faire quand même 150 000 logements. Je vous dis tout de suite que le foncier, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne en général, il y a un gros problème entre la compréhension de l'État qui est propriétaire du foncier du point de vue constitutionnel et
les villageois, les propriétaires terriens. Donc, il faut trouver, comme on appelle, un consensus pour pouvoir régler ce problème-là. Il y a la purge des droits coutumiers. Cette purge des droits coutumiers, l'État, normalement, doit purger les droits coutumiers selon un décret qui a été mis en place par le chef de l'État, je crois, il y a 2 ou 3 ans, qui fixait la purge des droits coutumiers à 2000 francs le mètre carré à Abidjan et banlieue, et à l'intérieur, 1000 à 1500 le mètre carré. Sur la fiscalité, c'est quoi les freins? Qu'est-ce que vous permet de faire la fiscalité aujourd'hui sur les logements sociaux? Alors, sur les logements sociaux, il y a un certain nombre d'exonérations qui sont faites par rapport à notre programme. Il y a la TVA, par exemple, nous sommes exonérés. Nous sommes exonérés sur les TOB à la banque, c'est-à-dire que les taxes, tout ce qui est taxes qui viennent alourdir le programme, parce que l'objectif, c'est d'éviter que le coût du mètre carré du logement social puisse dépasser un certain montant. On a parlé du foncier, on a parlé de la fiscalité. Quels sont les freins au niveau du financement? Si nous n'arrivons pas à mettre en place un mécanisme qui permet aux acquéreurs de payer leur maison sur minimum 15 ans, le programme ne pourra pas marcher. Mais comme je vous l'explique, l'État, ce ne date pas de maintenant, par rapport aux programmes qui sont passés, a mis en place un certain nombre de leviers. Très bien. Notamment le CDMH. Le CDMH, c'est le compte de mobilisation de l'habitat, qui a pour rôle essentiel de pallier, en fait, au fort taux que les banques commerciales font aux acquéreurs. Donc, l'objectif du CDMH, c'est de prêter de l'argent aux banques commerciales pour que ces banques commerciales-là puissent faire un crédit à taux réduit de 5,5% sur 20 ans. Il faut que je vous explique le FSH aussi. Allez-y. Le FSH, c'est le Fonds de soutien de l'habitat. Ce fonds de soutien a une particularité, c'est qu'il y a un comité qui est mis en place et avec des promoteurs qui sont non seulement agréés par le ministère de la Construction, mais agréés à ce fonds-là pour pouvoir construire à l'intérieur du pays, ça c'est en zone rurale, des logements pour ceux qui ont des revenus très faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, c'est de faire des logements sociaux, de faire toute ou partie des VRD. Les VRD, ce sont les routes, les voiries, les réseaux divers, et puis faire des plateformes villageoises et permettre en fait aux villageois eux-mêmes d'avoir des petits logements, ainsi de suite, à l'intérieur. Je donne un exemple simple. Si vous allez, par exemple, à Soubré ou à l'intérieur, à Katiola ou Diéné Korogo, il suffit, les règles, c'est quoi? C'est que les gens doivent se mettre en coopérative. D'accord. 10 personnes minimum et 30 personnes maximum doivent créer une coopérative pour pouvoir profiter de ce fonds-là. Du fonds. Qui fonctionne. Et le coût de logement, c'est 12,5 millions sur 15 ans avec un taux de 5%. Donc, il y a un certain nombre de leviers qui sont mis en place, mais qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas, vous dites? À 100%. Donc, à vous entendre, M. Siriki Sangaré, on devrait être assez pessimiste sur ces logements sociaux. Non, pas du tout. Moi, je ne suis jamais pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Bien au contraire, il faut se donner les leviers pour... Partagez-nous votre optimisme. Alors, à quel moment on doit se dire que, effectivement, ces projets sont non seulement bienvenus, mais ça va avoir lieu? Alors, le programme a été lancé en 2013. Moi, dans ma vision, il était impossible de faire 60 à 150 000 logements en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous étiez plus pessimiste que vous ne l'êtes aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a un préalable d'abord pour mettre en place un programme. C'est un programme de développement. Ce n'est pas un programme qui se fait comme ça. Il y a des études à faire. Il y a, comme on appelle, un mécanisme de synthèse par rapport à tout ce qui a existé. Alors, ce que vous oubliez, c'est qu'on parle de logements sociaux, économiques et standing par rapport à un cadre donné. Il y a l'autoconstruction. L'autoconstruction aussi existe, il y a des logements qui sont construits. Nous allons revenir sur la situation de l'immobilier en général. Hein, non, je vous explique pourquoi c'est important qu'on en parle en même temps. Pourquoi? Parce qu'on parle d'accompagnement du gouvernement. Le gouvernement accompagne tous les programmes, celui qui respecte le maximum de la commercialisation, 20-23 millions, pour profiter des exonérations. Mais le programme spécifique dont nous parlons devait faire l'objet de plusieurs études. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure de la réserve foncière. Il fallait travailler avec les détenteurs de droits coutumiers pour mettre en place une bonne réserve foncière, mettre en place un bon mécanisme d'acquisition du foncier, sécuriser le foncier. Et c'est ce que nous avons travaillé là-dessus pendant 2 ou 3 ans quand même avec l'État, avec le ministère. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en train de se faire. Donc, mon optimisme vient du fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de trouver une solution aux différents problèmes qui ont existé. Quelles sont les mesures
concrètes qui devraient être adoptées par l'État pour encourager, pour développer la filière? L'État doit, comme je l'ai dit toujours, activer tous les leviers qui existent pour le financement. Très bien. Mettre en place les fonds nécessaires qu'il faut, accompagner les acquéreurs pour pouvoir avoir des logements à des taux très intéressants, n'excédant pas les 5,5%. Nous insistons toujours là-dessus. L'État a certes fait, mais on va demander davantage. L'État doit encore nous aider à mettre en place de façon pérenne le programme, tout en imaginant avec nous. Parce que le problème de l'État aujourd'hui, c'est que l'État n'a pas la capacité de financer ce programme-là. Ça nécessite beaucoup d'argent. Donc nous devons réfléchir, nous, à trouver des financements. Là, je parle de crédits promoteurs. Donc on demandera à l'État de nous accompagner par des mécanismes. Soit par exemple, si nous avons un groupe de mutualistes, je donne un exemple concret, des fonctionnaires qui sont, comme on appelle, connus, qui travaillent par exemple dans une administration, qui sont fonctionnaires. L'État peut nous aider tout en rassurant nos bailleurs de fonds les ponctions à la source. C'est possible, c'est une forme de garantie. Parce que demander à un État aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, qui est lié à un programme Banque mondiale FMI, de nous donner des garanties souveraines pour le programme, c'est pas possible. C'est impossible, c'est impossible. Alors donc, ce que nous allons demander à l'État, c'est de nous aider à faire des ponctions à la source. Maintenant, le plus difficile dans ce programme, ce ne sont pas les fonctionnaires ou ceux qui ont des revenus qui sont connus et des revenus dans les banques où ils ont des salaires de manière régulière. C'est le secteur informel. Et le secteur informel, c'est là qu'il y a le problème. Parce que le taux de bancarisation, ici, en Côte d'Ivoire, n'excède pas 20%. Et ceux qui sont dans ce secteur informel-là, l'État doit mettre en place une garantie pour que le promoteur puisse permettre à ceux-là d'avoir des logements. Moi, je ne peux pas donner de logement à quelqu'un si je ne suis pas sûr d'être payé. Parce que vous touchez le fond du problème, c'est que c'est toutes ces populations-là qui se retrouvent dans les quartiers précaires. Moi, je connais des gens qui sont dans des bons quartiers, mais bon, ils sont dans l'informel. Oui. L'informel, ça sous-entend qu'on n'a pas de capacité de tracer, il n'y a pas de traçabilité sur les revenus. Oui. Donc, pour structurer un financement, il est très difficile pour nos bailleurs de fonds de pouvoir prêter de l'argent. Je prends des exemples simples. Hein. Oui. En Tunisie, au Maroc, il y a des fonds d'investissement, des fonds de garantie de l'État qui travaillent des fonds d'investissement. Il y a le Fogari, par exemple, en Tunisie, même en Algérie. J'ai vu un peu comment ça se passe. Il faut aider ceux-là à mettre en place un mécanisme pour le fonctionnaire de ponction à la source pour pouvoir pérenniser l'opération et permettre aux opérateurs d'être en possession de leur argent. Ça rassure nos financiers et permettre aussi au secteur informel d'avoir des garanties. Les artisans, par exemple, au ministère de l'Artisanat, on va discuter avec le ministre de l'Artisanat pour dire, bon voilà, dans votre secteur, il y a beaucoup d'artisans, il y a des commerçants qui, évidemment, font de bonnes affaires, mais qui ne sont pas bancarisés. Très bien. Monsieur Sériki Sangaré, est-ce que l'État joue véritablement son rôle auprès de ces différentes populations qui sont plus fragiles dans le secteur informel, les petits salaires? Est-ce que l'État joue véritablement son rôle? Alors, l'État, comme je dis, on travaille ensemble. L'État nous demande de faire des propositions parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Et notre rôle, c'est de recenser ces problèmes-là parce que nous sommes en contact, justement, avec tous ces acquéreurs-là et toutes ces couches sociales. Nous avons fait des études, nous sommes passés dans les quartiers précaires. On a compris même d'ailleurs que souvent dans les quartiers précaires, les loyers sont souvent plus élevés que dans certains quartiers parce que les gens sous-louent 2 ou 3 personnes, donc c'est une anarchie. Donc nous avons fait un retour à l'État. Nous expliquons à notre ministre des tutelles et nous expliquons qu'il lui remonte l'information, bien entendu. Est-ce que ces propositions ne sont pas dans un tiroir? Non, ce n'est pas dans un tiroir puisque c'est nous suivons. Vous pouvez nous faire confiance pour ça. Nous avons une concertation avec l'État, notamment avec la direction du logement qui est sur l'instruction du ministre de la Construction, où nous faisons nos propositions. Et chaque semaine, nous essayons de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de vous faire part d'une certaine proposition très concrète concernant ce secteur informel-là. Le taux de bancarisation étant très faible. D'accord. La Côte d'Ivoire et dans la sous-région, il n'y a pas qu'ici. Je parle de la région, tout ce qui est subsaharienne, tout ce qui est lié. Malheureusement, pour nous, ce n'est pas bon parce que nous devons structurer le financement en fonction de tout ce qui est procédure internationale. Donc, nos bailleurs de fonds qui viennent en appui par rapport au programme, parce que je dis tout tantôt que c'est un programme de développement. Une banque commerciale ne prendra pas un certain nombre de risques parce que doivent faire tourner les cash flows, ces banques commerciales-là ont besoin aussi d'être rassurés par d'autres institutions. Rassurés, bien évidemment, et puis ont des besoins de rendement, de rentabilité tout de suite. Très bien. Et la banque commerciale, comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, les fonds d'investissement, nous travaillons avec ces fonds-là. Maintenant, le rôle, justement, que l'État
doit jouer, et ce que nous nous demandons à chaque fois que nous avons l'occasion, c'est de structurer ce secteur informel-là. Très bien. En tout cas, merci, M. Siriki Sangaré, de vous être montré très disponible et de répondre justement à l'ensemble de nos questions. Je vous remercie. Je vous remercie. J'espère que cette émission a été l'occasion pour vous de mieux comprendre les mécanismes de l'accès à la propriété et notamment pour mieux comprendre les questions qui animent l'ensemble de la filière de l'immobilier en Côte d'Ivoire.